Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous nous retrouvons en ce mardi 8 décembre pour faire un point complet sur les marchés. Avant de commencer cette émission, j'aimerais vous remercier chaleureusement pour vos retours, pour vos retweets, vos likes et vos pouces bleus sous les vidéos. Vous êtes entre 15 et 20 000 personnes à voir cette émission hebdomadaire toutes les semaines et pour cela, je vous en remercie vivement. Comme vous aurez pu le remarquer dans le dernier épisode, le 4e épisode des marchés en action, nous avons un nouveau micro, il y a désormais un jingle au démarrage de l'émission et j'ai également ajouté le chapitrage de la vidéo sur YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez aller de partie en partie pour aller voir l'essentiel, pour aller voir ce qu'il vous plaît. J'ai posé la question sur les réseaux sociaux et au sujet de cette émission, à savoir si elle devait être enregistrée ou en direct. Beaucoup de personnes m'ont répondu que la version enregistrée était plus courte, plus rapidement structurée, et donc je pense que je vais continuer avec ce format. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué, on aura bientôt des lives, 2 types de lives pour ma part. Un live avec des interviews de dirigeants et un autre type d'émission où je ferai des questions-réponses pour pouvoir justement répondre à toutes les questions, notamment de Twitter et toutes les questions de débutants. Je voulais également vous dire qu'à partir de cette semaine seront disponibles des podcasts sonores. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'écouter par exemple des enregistrements sur Spotify ou autres, vous aurez la version sonore de cette émission disponible et nous mettrons tous les liens dans l'article de la vidéo sur le site de Zone Bourse. Voilà pour cette petite introduction, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant de connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle vos rendez-vous. Au quotidien, vous pouvez lire le Morning Meeting d'Anthony Bondin qui rédige un point complet sur l'actualité des marchés, les dernières recommandations, les dernières news. Vous pouvez le retrouver en page principale du site zonebourse.com. Tous les matins, vous pouvez également retrouver Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et tous les mardis, on se retrouve pour notre émission Les marchés en action. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, un focus marché sur les grands décalages, quelques actualités actions, actualités économiques, puis un top flop macroéconomique. Et dans un second temps, nous passons sur la plateforme ProRealTime pour regarder vos actions préférées. On enchaîne donc tout de suite avec le focus marché. La situation n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'après un mois de novembre historique, puisque le Dow Jones a gagné 12%, c'était sa plus forte hausse depuis 1987, et bien depuis cette fin du mois de novembre, début du mois de décembre, les marchés sont beaucoup plus calmes. Le Dow Jones fait du surplace, toujours dans l'attente d'un plan de relance aux États-Unis dans un contexte d'aggravation de la crise sanitaire. Les chiffres du Covid outre-Atlantique ne sont pas très positifs et donc les investisseurs attendent de pied ferme que l'État mette la main à la poche et que de nouveaux budgets soient votés aux États-Unis. Le CAC 40, bien évidemment, suit. Il est donc atone dans l'attente cette semaine des négociations sur le Brexit et de la BCE. Donc concernant le Brexit, Boris Johnson traverse la Manche pour rencontrer Ursula von der Leyen. Ils ont entamé les discussions finales, si je puis dire, de ce fameux Brexit.
Il se pourrait que cela se joue cette semaine avec le Conseil européen qui se tient jeudi et vendredi, mais vous savez, avec le Brexit, on peut s'attendre à tout et on peut même s'attendre à ce que les négociations continuent jusqu'en 2021. Quant à la BCE, ses intentions sont désormais très connues de tous, puisque toutes les banques ont spéculé à ce sujet. On attend une hausse du programme pour aider pendant la pandémie de 1350 milliards à 1850, voire 1950 selon les plus fortes estimations. Donc on attend 5 à 600 milliards supplémentaires d'aide de la Banque Centrale Européenne et on s'attend aussi à ce que les programmes de TLTRO soient repoussés. Donc voilà, au niveau des indices, on attend plus de cash et des négociations sur le Brexit qui continuent de tarder, qui n'ont pas l'air d'inquiéter grandement les investisseurs. Globalement, vous l'aurez compris, dans mes 2 dernières émissions et ces 2 dernières semaines sur Twitter, je vous dis que l'année est en quelque sorte terminée. Il reste 12 séances avant Noël et ce n'est pas maintenant que les investisseurs vont prendre de grands risques, de grosses positions. Il reste certes quelques opportunités de stock picking, des valeurs qui publient de bons chiffres, qui publient un contrat, qui s'extrait de zones horizontales par exemple, ou qui cassent des plus hauts annuels ou des plus hauts historiques. Donc il y a encore quelques opportunités de court terme à se mettre sous la dent. Mais sinon, je pense que globalement, on peut dire que l'année est terminée. D'autre part, je voulais dire, notamment aux débutants, qu'il faut faire attention aux valeurs Alternext, aux petites valeurs, aux micro-dossiers, aux valeurs du marché libre, toutes les valeurs qui commencent par AL, donc toutes les valeurs du marché Alternext, qui sont des valeurs beaucoup plus punchy, certes beaucoup plus volatiles, qui peuvent prendre 20, 30, 40, 50% en une séance, mais ce sont aussi des valeurs qui parfois peuvent retomber rapidement, un petit peu comme des feux de paille, et qui peuvent rapidement reperdre 20 à 30%. Donc si vous frottez à ces dossiers, faites bien attention de rentrer à des bons prix, de mettre des stops de protection et de ne pas vous laisser embarquer sur un feu de paille. Sur les autres marchés, on notera un double creux sur les cours de l'argent. On notera également que l'or repasse sa moyenne mobile à 200 séances. Donc je pose la question, est-ce que la correction des métaux qui dure depuis 4-5 mois, est-ce que cette correction serait terminée? C'est possible. En tous les cas, à moyen terme, les configurations de l'or et l'argent sont haussières. Et on a l'impression, en tous les cas, que des points durs ont été touchés. Le Bitcoin, lui, consolide sous les 20 000 $. Et alors là, je ne m'amuserai pas à faire un pari, si vous voulez, sur la capacité du Bitcoin à passer ou non cette barrière des 20 000 $. Je pense qu'il peut la passer très facilement. Maintenant, est-ce qu'on va passer la barrière pour aller chercher 21 22 000 $ rapidement, ou est-ce qu'au contraire, on va connaître une respiration sous ce seuil historique bien malin, celui qui connaît la suite? Concernant l'or noir, on note une hausse du nombre de plateformes pétrolières aux USA, une augmentation de la production libyenne et une reprise de la production en Iran. Donc tous ces facteurs de hausse de production pèsent sur les cours du WTI qui stabilisent depuis une semaine. Donc le WTI qui est haussier à moyen terme, mais on va dire qui a l'habitude d'évoluer en dents de scie, je dirais même en marche en crabe, en faisant 3 pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite. Donc on le verra, le WTI reste bien orienté, mais on ne peut pas dire que ce soit une configuration particulièrement punchy. Donc pour résumer, comme je vous l'ai dit, les ombres au tableau sont cette semaine le Brexit, avec le sommet européen, jeudi et vendredi. La date butoir du Brexit, c'est le 31 décembre, mais comme je vous l'ai expliqué également, cette date butoir, elle a été repoussée un bon nombre de fois. Donc si on en parle encore en 2021, ne nous étonnons guère. On suivra également donc le shutdown US, le fait que l'administration américaine n'ait pas assez de budget pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est un petit peu un sujet récurrent. On y arrive tous les ans et tous les ans, de toute façon, le plafond est relevé.
On a des ombres au tableau, mais on a également des boosts potentiels. C'est aussi ce qui explique, si vous voulez, que les marchés se tiennent aussi bien sur leur plus haut. C'est la validation dans certaines zones économiques des vaccins de Moderna, de Pfizer, et ou la distribution du vaccin, puisque en Angleterre il a déjà été validé par exemple, et puis c'est également la validation de ce fameux plan de relance aux États-Unis. Et je profite donc de cette première partie d'émission pour vous rappeler que ne rien faire est aussi une décision d'investissement. Quand on a profité pendant 3 à 4 semaines d'un beau rebond sur les grosses capitalisations, puis sur les moyennes, les petites capitalisations, les biotech, les dossiers délaissés, les microcaps, quand on a profité comme ça pendant des semaines d'opportunités au quotidien, que notre portefeuille a regagné de belles couleurs avant la fin de l'année, eh bien on en profite pour nettoyer son portefeuille, pour couper certaines lignes, pour en alléger d'autres, pour créer de la liquidité, pour se créer de la tranquillité d'esprit, pour pouvoir également sourire et profiter de certaines opportunités en validant des prises de bénéfices. Et donc voilà, la fin d'année, ça doit aussi servir à ça, à faire souffler le portefeuille, à vous faire souffler vous, et puis à définir de belles zones de prix de moyen terme sur vos dossiers préférés et à également passer les fêtes tranquillement. On continue avec des actualités actions. Alors je parle toujours de certaines actions comme Virgin Galactic en ce moment parce que Virgin Galactic volera en théorie vers l'espace suborbital le 11 décembre prochain, si tout se passe comme prévu. Donc le 11 décembre, c'est vendredi. Virgin Galactic, est une société que je suis depuis des mois, j'en parle depuis les 15 $. C'est vraiment une aventure palpitante. Ce sera le 3e vol d'essai de la compagnie américaine, avec un vol habité qui cette fois décollera du Nouveau-Mexique. Alors c'est un vol qui est très attendu puisqu'il avait déjà été reporté, et c'est la proximité, je pense, calendaire avec ce vol qui fait que le titre Virgin Galactic est passé ces derniers jours de 27 à 33 $, me semble-t-il. Je crois que Virgin Galactic a gagné 17% hier, si je ne me... Oui, c'est ça, 17,6%. C'est une action dont j'ai beaucoup parlé, vous êtes très nombreux à en avoir, donc très content pour tous ceux qui en profitent. Je rappelle quand même qu'avec ce vol, ce sera un petit peu binaire, c'est-à-dire que si le vol se passe bien, on peut avoir gagné 10, 20, 30% avant le vol, on peut également gagner un beau pourcentage après le vol si ce dernier est réussi. Je rappelle bien évidemment que ce sont les marchés boursiers, que c'est également un voyage suborbital, ce n'est pas rien. Donc ça veut dire que s'il y a une avarie ou un accident, ça peut aussi être moins 20%. Si la navette venait à exploser, là ça peut même être moins 50%. Donc oui, j'adore ce dossier. Oui, j'ai tout fait ces derniers mois pour que certains d'entre vous en aient à moyen, voire long terme, pour eux ou pour leurs enfants, et pour viser peut-être des records historiques. Simplement, j'espère que tout le monde est bien conscient du côté spéculatif de ce dossier et de la mission que Virgin va lancer à la fin de la semaine. Voilà. Qu'on soit tous bien en phase. Ensuite, concernant Tesla, ça fait maintenant 3 semaines que je vous en parle parce que Tesla fait toujours la une avec cette entrée au S&P 500 qu'on attend le 21 décembre prochain. Tesla a dépassé les 600 $, elle est à plus de 620 $, elle gagnait encore 7% hier. Les opérateurs continuent de spéculer. Et on notera que Goldman Sachs a relevé sa cible de 455 à 780 $. Et évidemment, les relèvements d'objectifs de grandes banques et notamment de Goldman Sachs, ça fait toujours un soutien au cours. On parle aussi de Société Générale qui, comme les autres bancaires, consolide en amont de la BCE. Société Générale a fixé plusieurs objectifs à sa banque en ligne, Boursorama, dont 4,5 millions de clients en 2025.
donc un plan qui a pour objectif de presque doubler le nombre de clients de la banque en ligne d'ici 5 ans et de réaliser 200 millions de bénéfices nets par an, donc de doubler le bénéfice net actuel. On notera quand même, pour moi qui travaille dans cette industrie depuis 15 ans, que Boursorama est une très belle réussite de la banque en ligne et que sur ce coup-là, Société Générale a eu le nez creux. Et puis on finit par Air France. Air France qui va être recapitalisé, donc l'État va injecter 4 à 5 milliards d'euros supplémentaires au printemps prochain, de l'argent frais, et l'État va donc doubler sa part au capital de la compagnie aérienne. Compagnie aérienne qui est de nouveau renflouée avec mon argent, votre argent, l'argent de nos impôts, comme en 1994 de toute façon. Air France n'est pas une société rentable sur le long terme. Alors certains pourraient avoir envie de dire qu'il faut laisser tomber une compagnie qui ne gagne pas d'argent. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a des dizaines, voire centaines de milliers d'emplois directs et indirects concernés par Air France. Donc ce n'est pas parce que cette compagnie ne gagne pas d'argent qu'il ne faut pas la sauver. Ça fait aussi quand même partie des fleurons français. On continue avec les actualités économiques, il n'y en a pas énormément, je fais vite. On notera les PMI des services qui ont été publiés la semaine dernière. En Europe, globalement, ces chiffres étaient supérieurs aux attentes, même si les PMI des services tombent autour de 41 points, donc toujours en contraction. En Italie et en France, on a même eu des chiffres inférieurs au consensus. Donc des chiffres qui ne sont pas très bons du tout. Aux États-Unis, par contre, on a eu un PMI qui est ressorti à 58. Donc on est dans l'expansion et on fait mieux que les attentes. On parle également non-farm payroll. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les non-farm payroll, ce sont les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui paraissent tous les premiers vendredis du mois. Ces chiffres sont parus donc vendredi dernier. Le taux de chômage aux États-Unis est tombé à 6,7% alors qu'on attendait 6,8%. Le nombre de créations d'emplois est tombé autour de 250 000 créations d'emplois alors qu'on attendait plus de 450 000 créations d'emplois. Et les chiffres du mois précédent ont également été révisés à la baisse, mais malgré tout, le taux de chômage baisse quand même. Ça, c'est la magie des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Et puis, pour finir, donc, comme je l'écris ici, c'est une semaine un petit peu pimentée en termes d'actualité. On notera les stocks de pétrole mercredi à 16h30 aux États-Unis, comme d'habitude. On notera les chiffres d'inflation, CPI et PPI vendredi à 14h30 aux États-Unis, puis la confiance du consommateur à 16h. En Europe, on aura la BCE jeudi à 14h30 avec un discours de Christine Lagarde et on aura bien évidemment toutes les négociations autour du Brexit. On passe au top flop. Alors habituellement, vous avez un graphique aussi, un graphique baissier. Là, il n'y a pratiquement que des tops. C'est une suite de graphiques pour vous raconter une petite histoire. Donc c'est la belle histoire des marchés financiers qui, depuis 2008, depuis la crise des subprimes, est dans un marché haussier manifeste. Donc 11 ans de bull market et la capitalisation boursière mondiale a atteint, ça y est, les 100 000 milliards de dollars. On était descendu à 60 000 milliards de dollars pendant le Covid et on vient de gagner en l'espace de 8 mois plus de 50% à la hausse sur les marchés mondiaux. Donc ça, c'est la magie du quantitative easing et du soutien des banques centrales. Mais ce n'est peut-être pas fini, nous raconte Fidelity. Fidelity qui nous publiait la semaine dernière ce graphique qui part en 1871, donc ce sont les marchés boursiers sur en gros 150 ans, avec des marchés baissiers longs qui peuvent durer parfois pendant 20 ans, comme on l'a eu dans les années 30, comme on l'a eu dans les années 70-80, mais également des marchés haussiers qui peuvent durer 20 ans, comme après la Seconde Guerre mondiale ou entre 1980 et 2000. Donc en gros, Fidelity nous dit ici que nous sommes dans un marché haussier depuis 11 ans, mais que ça va peut-être durer encore 3 ans, 5 ans, 8 ans, pourquoi pas. En tous les cas, au regard des cycles historiques,
le marché haussier dans lequel nous sommes est un marché haussier très long terme et il n'est peut-être pas terminé. Ici, vous avez un autre graphique de Fidelity qui zoome en fait sur les périodes entre 1949 et 1968 en bleu. Et en vert clair, vous avez la période 1982 à 2000. Et en noir, vous avez calqué sur les deux autres, en fait, la performance du marché haussier qui a démarré en 2009. Et donc, sur la base de ces deux marchés haussiers post-Seconde Guerre mondiale et années 80, eh bien, ça laisse entendre que dans le cadre de ce marché haussier séculaire de très long terme, il pourrait encore rester des années de hausse. Voilà, donc ça c'était pour contrecarrer, si vous voulez, d'autres graphiques que je vous ai montrés d'autres semaines, comme par exemple le graphique qui compare le PIB américain ou le PIB mondial avec la capitalisation boursière mondiale et qui laisse entendre qu'on est relativement haut. Et bien là, c'est un autre type de graphique qui laisse entendre qu'on est dans un marché haussier très long terme et que pour le moment, si même le Covid n'a pas réussi à le faire dérailler, ça veut dire que les rails sont encore sacrément bien ancrés dans le sol. Et bien évidemment, ce marché haussier historique, il est soutenu avec de la dette. Et on a notamment la dette américaine rapportée à son PIB qui explose. Vous n'êtes pas sans savoir que la BCE, la Banque du Japon, la Banque fédérale américaine, la Fed, ont toutes injecté cette année dans des proportions gargantuesques. Mais en plus de ça, il y a les États, l'Europe, la France, l'Allemagne et également les États-Unis qui ont pioché dans la dette et puis donc qui ont continué d'injecter, de soutenir artificiellement leur économie et donc on a un ratio dette PIB qui est littéralement en train d'exploser. Donc oui, nous sommes dans un marché haussier, mais ne nous le cachons pas, nous sommes dans un marché haussier complètement soutenu, drivé par de la dette. De la dette qui engendre des flux. Donc ici à gauche, vous avez les flux cumulés en milliards injectés dans les valeurs technologiques. Je me rappelle qu'en 2018-2019, déjà ce graphique montrait à quel point les flux étaient historiques et impressionnants. Et là, avec le Covid, eh bien, les valeurs technologiques ont montré leur petit côté refuge, si vous voulez. Il peut se passer une pandémie sur la planète, il peut se passer une crise sociétale. Tant que le nombre de pages vues, de publicités affichées et le chiffre d'affaires de Google, Amazon et Facebook continueront de monter, eh bien les flux boursiers continueront de s'accumuler sur ce type de dossier. Et puis à droite, je vous ai remis un autre graphique pour bien expliquer que ces flux ne viennent pas de nulle part. En jaune, ici, vous avez le PIB américain et en bleu, ici, vous avez la dette du secteur non financier. Donc, que ce soit le secteur financier, non financier, le gouvernement, tout le monde crée de la dette à outrance pour soutenir le système actuel qui, de toute façon, en fait, depuis l'an 2000, nous sommes dans un système qui fonctionne énormément à la dette. Et depuis la crise de 2008-2009, ce système a encore été accéléré par l'entrée dans la danse des banques centrales. Donc on a eu les entreprises qui se sont endettées, on a eu les États qui se sont endettés, on a eu les banques centrales qui se sont endettées. Et depuis 20 ans, comme ça, progressivement, tout le monde s'est mis à s'endetter, ce qui permet d'avoir un marché boursier qui monte tout le temps. C'est génial, c'est la nouvelle formule magique. Et puis on finira par ces deux graphiques. À gauche, vous avez, donc c'est encore un graphique de très long terme, un graphique du Dow Jones. La vue est logarithmique, vous le voyez ici depuis 1896, donc à peu près 120 ans. Le but, c'est de se rendre compte de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est de comprendre, de noter que le marché américain peut perdre 30% comme il l'a fait avec le Covid, mais il pourrait perdre même 40 ou 50% qu'il serait toujours haussier à long terme. Donc il faut bien comprendre dans quel système nous sommes, un système dans lequel les retraites américaines doivent monter, l'épargne américaine doit monter, les plus riches de ce monde détiennent les actions dans le monde et aux États-Unis, donc il faut que la bourse monte.
Donc voilà, c'est un système qui fait qu'à très long terme, la bourse ne fait que monter. Donc même si on perd 30 à 50%, on reste dans un marché haussier de très très long terme. Ce graphique donc montre qu'on peut perdre facilement 30% sans changer la donne. Ce graphique montre aussi que dans les 10 à 20 années à venir, eh bien, techniquement parlant, le Dow Jones pourrait passer de 30 à 60 000. Donc ça veut dire qu'en suivant la courbe de croissance légitime moyenne des indices américains sur les 120 dernières années, on peut encore doubler dans les 20 ans qui viennent. Donc on peut perdre 30 à 50%, mais on peut aussi doubler dans les 20 années à venir. C'est la beauté des marchés financiers. Et je n'en conclurai qu'une chose, c'est qu'il faudra être agile. Il faudra savoir sortir des marchés à certains moments, il faudra savoir couvrir son portefeuille, il faudra aussi savoir se porter sur les indices ou les secteurs les plus haussiers des marchés pour justement pouvoir pallier les séquences de baisse et pour pouvoir profiter au mieux des séquences de hausse. Et puis, puisqu'on parlait transformation du système et de la macroéconomie sur les 20 dernières années dans cette émission. On parle aussi transformation pour finir du secteur de la grande distribution. Vous avez ici en bleu foncé en fait l'emploi, le nombre d'emplois créés dans le secteur retail, mais pour tout ce qui est vente hors des magasins et distribution des courriers et des colis. Donc ça montre que Amazon et les ventes en ligne, ça fonctionne bien. Alors que dans le retail traditionnel, dans la grande distribution, dans les magasins, si vous voulez, on embauche de moins en moins. Et après le Covid, vous voyez que l'emploi est remonté, mais on est toujours sur une perte progressive de vitesse des magasins, alors que la vente en ligne, elle, continue de grimper. Ça fait partie de ce qu'on appelle les méga-trends. Les méga-trends, ce sont des tendances de très long terme. Par exemple, c'est la tendance à l'IoT, l'Internet des objets. Donc, c'est de trouver des entreprises qui vont prospérer dans les 10-20 années à venir sur ce sujet. Un autre méga-trend, par exemple, c'est la vieillesse. C'est le fait que les maisons de retraite et tous les outils et toute la technologie pour les personnes âgées vont continuer de se développer dans les 10-20 années à venir. Eh bien, c'est la même chose sur la grande distribution. Le méga-trend dans la grande distribution, c'est la destruction progressive de la grande distribution au profit de la vente en ligne. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Score plutôt correct, 28 minutes. On va faire une petite pause musicale, café, puis on va se retrouver pour une deuxième partie d'émission. J'en profite parce que c'est la fin de l'année, parce que ce sont les fêtes et parce qu'un ami et lecteur, Stéphane Berthélémy, me l'a demandé. Je donne un petit coup de main cette année au Téléthon. Loin de moi l'idée de vouloir vous envoyer vers une action plutôt qu'une autre. Ces dernières années, j'ai aussi donné à Amnesty International et puis au Resto du Cœur. Mais cette année, voilà, Stéphane, qui est membre du Téléthon depuis maintenant 35 ans, m'a demandé un petit coup de main. Vous retrouverez sur mon compte Twitter le lien vers sa cagnotte. Il a lancé une cagnotte pour venir en aide au Téléthon. Stéphane est atteint d'une dystrophie musculaire. Il est en fauteuil roulant. C'est un fan de biotech. On discute ensemble de temps en temps sur Twitter et j'ai donc décidé de parler un petit peu de son action. On passe à la pause café et je vous retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, j'en profite pour vous afficher les actions que l'on va voir dans cette deuxième partie d'émission. Comme d'habitude, CAC et SRD. Donc j'ai choisi des cas particuliers cette fois-ci. International avec des belles valeurs ou des valeurs en attente de signal pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités. Comme vous allez le voir dans chacune de ces émissions, les valeurs trend following, ce sont les valeurs qui montent le plus. Ce sont des valeurs qui sont en tendance, court terme, moyen terme, long terme. Et si vous reprenez toutes les actions dont on discute ces 5 dernières émissions, vous verrez que dans le groupe des 20, 30, parfois 40 actions que je vous propose, les valeurs de trend following sont les dossiers les plus haussiers de tous et sont les valeurs qui ont le plus tendance
à tenir les supports quand le CAC corrige et à casser des résistances dès que les indices repartent, voire même quand les indices ne repartent pas. Et puis ensuite, j'ai sélectionné quelques cas pratiques ou cas particuliers de dossiers dont certains lecteurs me demandaient des lectures. Allez, c'est parti. Petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Allez, on reprend pour cette deuxième partie d'émission. Rapidement parce que j'ai oublié de vous les montrer en première partie. Donc le 440 qui ne fait rien, qui n'a pas la force de casser les 5600 points et qui peut très bien revenir sur les 5500, voire pourquoi pas les 5450. On ne sait jamais, hein, une attaque de Trump contre les Chinois sur Twitter, ou bien Boris Johnson qui claque la porte et qui rentre énervé en Angleterre. On peut avoir, si vous voulez, une petite purge de court terme. Donc c'est pour ça que je suis aussi prudent depuis une semaine sur les réseaux et puis dans mon émission précédente. C'est parce que je sens bien qu'on manque un petit peu d'énergie à court terme. Que le 440 peut très bien revenir sur les 5450 pour prendre un petit peu sa respiration, un peu d'appui et pourquoi pas ensuite remonter en fin d'année pour finir l'année sur les plus hauts. Je rappelle que statistiquement parlant, les 15 premiers jours de décembre sont globalement baissiers et qu'ensuite, si rallye de Noël il doit y avoir, il démarre plutôt lors de la 3e semaine de décembre. Je vous montre rapidement quand même, avant de passer aux actions, les métaux avec l'argent qui fait un beau double creux sur les 22 $. Donc ça montre bien que les cours sont plutôt soutenus à moyen terme, avec cette moyenne mobile à 200 périodes qui passe sous les cours. Un beau double creux ici. Les cours de l'argent, donc je pense, peuvent être considérés dans un range, mais à moyen terme, étant donné le sens de la dynamique de fond, il se pourrait à confirmer qu'on sorte par le haut de ce range et que la dynamique haussière reprenne. Sur l'or, voici ce que cela donne. L'or a l'habitude, si vous voulez, parfois de consolider, de revenir sur sa moyenne mobile à 200 périodes, proche ou sous sa moyenne mobile. Donc la hausse ici a démarré fin 2018, puis on consolide début 2019, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Ici en mars dernier, lors du Covid, on était revenu violemment sur MM200. Les cours sont allés pendant quelques mois très haut très vite avec un nouveau record historique de l'or au-dessus des 2000 $, qui a laissé place à une consolidation qui dure depuis maintenant 4-5 mois. Mais si vous voulez, globalement, on reste toujours dans une belle tendance haussière de moyen long terme. Et à terme, tout comme l'argent pourrait sortir par le haut de son range horizontal, l'or, si on sort de ce canal baissier par le haut, c'est un drapeau, c'est ce qu'on appelle un drapeau, une figure de continuation haussière. On a une séquence haussière, une consolidation dans un canal baissier, et si on en sort par le haut, eh bien, les cours de l'or pourraient reprendre leur ascension à moyen long terme. Ensuite, on regarde rapidement le pétrole qui ne fait pas grand-chose. Et vous voyez, même si je m'attends à une hausse progressive du pétrole vers 55-60 $ en 2021, comme je l'ai déjà dit dans mes émissions, je ne suis pas contre une consolidation, une correction des cours vers les 40 $, ce qui permettrait à ceux qui le souhaitent possiblement de passer à l'achat et puis peut-être aussi d'acheter du total un peu moins cher que les cours actuels.
Et puis pour finir, le Bitcoin. Le Bitcoin donc qui est revenu suite à une hausse stratosphérique, hein. Il a pratiquement doublé en l'espace de quelques semaines le Bitcoin, ce qui démontre la puissance de cet actif et son potentiel haussier de long terme. Simplement, on voit bien qu'on n'est pas sous n'importe quel seuil, la zone des 19 000, 20 000. Est-ce qu'on va la passer pour faire une mèche au-dessus ou pas? Ou est-ce qu'on va s'arrêter là? Franchement, je n'en sais absolument rien. Mais je peux concevoir, pour ceux qui sont à l'achat à court et moyen terme et qui ont profité de la hausse récente, qu'on prenne des bénéfices sous cette zone de prix historique, quitte à y revenir ensuite. Alors, on attaque maintenant la liste des actions du jour. On commence par Ipsen. Donc là, c'est des cas particuliers que j'ai choisis dans les valeurs CAC et SRD. Donc ce premier groupe de valeurs. J'ai choisi Ipsen parce que Ipsen est déjà dans une tendance baissière, si vous voulez, depuis plus d'un an et demi. Elle n'arrive clairement pas à se reprendre sur le moyen terme plus de quelques mois. Et Ipsen a présenté la semaine dernière son plan stratégique 2024. Donc le mardi 1er décembre, ici vous voyez on a un chandelier qui n'était pas beau du tout, avec une mèche haute et une clôture au plus bas dans des volumes relativement importants. Ipsen a présenté son plan stratégique 2024 qu'ont fait les investisseurs le lendemain. Ils ont vendu le titre qui a cassé ses plus bas récents et cassé sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc là c'est l'inverse de ce qu'on aime voir. C'est l'inverse d'un signal haussier, c'est un signal baissier. Et sur ce genre de chandelier de retournement accompagné de volume, il faut savoir couper. Il faut savoir se couper une main plutôt qu'un bras, prendre ses pertes et laisser la valeur continuer de baisser en direction de supports majeurs. Bref, pour l'instant, c'est un dossier qui ne nous intéresse plus. C'est vraiment important en bourse, si vous voulez, de laisser courir les gains et de couper les pertes. Donc là, c'est typiquement un exemple où c'est très moche et lorsqu'on voit ça sur un graphique, il faut savoir couper la position. Ensuite, Claranova. Si je l'ai pris, c'est parce que c'est un exemple de configuration que je n'aime pas. Alors, c'est pas que je n'aime pas Claranova, c'est ce qu'elle a fait qui ne m'a pas plu du tout. C'est-à-dire que, vous voyez ici, Claranova bloquée sous les 7,30 € et elle est allée faire ce qu'on appelle un nettoyage en règle, c'est-à-dire qu'elle a perdu presque 15% en l'espace de 2 séances. C'est pas, comment dire, graphiquement c'est joli a posteriori. Claranova était dans un long triangle de moyen terme. Elle est sortie du triangle petit à petit, puis elle avait besoin de consolider et elle est revenue tester la borne haute de ce triangle précédemment cassé pour prendre appui et ensuite repartir à la hausse. C'est vrai que c'est beau a posteriori. Le souci, c'est que tenir la valeur dans une baisse de 15% aussi rapide est extrêmement compliqué. J'ai quelqu'un qui me dit, moi je suis à l'achat sur Claranova depuis 4,80 € depuis le début de l'année, donc mon stop est à mon point d'entrée, sous les 5 €, je ne stresse pas, il n'y a pas de problème. Alors bien évidemment, quand on a un prix de revient aussi bas et que l'on vise du moyen terme sur la valeur, cette petite baisse de 10 à 15%, elle n'est pas douloureuse. Par contre, pour quelqu'un qui est rentré ici à la cassure des 6,50 et qui avait un peu relevé son stop de protection, eh bien à coup sûr, c'est un moyen de se faire sortir. Et par la suite, je vous avouerai qu'une fois qu'elle avait fait ça, je me suis demandé et je me suis dit qu'elle ne passerait tout simplement pas la zone et puis qu'elle continuerait d'être relativement neutre. Parce que Claranova, depuis maintenant 2-3 ans, eh bien, elle enchaîne les déceptions. Et malgré des chiffres de croissance impressionnants, la rentabilité n'est pas là. Et donc, ce titre est dans une tendance globalement baissière depuis 3 ans. C'est pour ça que je ne suis pas très confiant sur sa capacité à faire de belles choses. Donc voilà, là c'est un exemple où typiquement, me concernant, j'aurais été dans les choux, j'aurais été stoppé, je n'aurais pas repris la position. Et même si a posteriori c'est joli, il est important, si vous voulez, de rester humble par rapport au marché et de mettre en avant aussi des fois où on n'a pas vu ce qui se passait, on n'a pas
on n'était pas dans le bon sens, voilà, et moi ça m'arrive aussi, et donc il est important que je vous le dise et que je vous montre que tous les graphiques ne fonctionnent pas, et que parfois même si on a le bon graphique avec le bon pullback sur le triangle, comme ici, eh bien le mettre à profit n'était pas forcément simple. Ensuite, Dassault Systèmes. Là, on est typiquement dans du range, dans de la consolidation horizontale, dans une zone qui est définie par des extrêmes, entre 144 et 163 euros. Donc deux solutions pour mettre à profit ce genre de configuration. Option numéro 1, on attend la borne basse du range pour pouvoir se placer à l'achat sur cette dernière, parce qu'on sait qu'elle a été défendue par le passé, et donc on espère un repli vers 145 euros pour pouvoir se placer sur un titre de qualité à proximité d'un support. Opportunité numéro 2, on attend bien gentiment la cassure du haut de ce range qui correspond à la cassure des plus hauts de 2020, en espérant que la cassure de ce seuil engendre une nouvelle vague haussière et qu'on rentre sur un signal de continuation de la dynamique haussière de fond. Autre exemple qui n'a pas fonctionné, vous voyez, c'est transparence totale aujourd'hui. Galapagos. Galapagos qui est une biotech et qui est cotée à Amsterdam, oui c'est bien ça. Donc Galapagos donnait la semaine dernière des signes, des premiers signes précurseurs de tentatives de sortie de consolidation par le haut. Ça faisait un certain temps qu'elle consolidait à plat et qu'elle tentait quelque chose. Je me suis laissé avoir ici, c'est-à-dire que j'ai rédigé une stratégie d'achat en espérant qu'elle ne revienne pas sur ses plus bas, et malheureusement c'est ce qu'elle a fait. Donc toujours le même concept, hein. En bourse on laisse courir les gains mais on coupe les pertes. J'avais proposé dans ma stratégie un stop à 99,5%, ça faisait une perte de 5 à 6%. Vous savez, en trading, voilà, il faut des pertes. Donc on va acheter une valeur, elle va gagner 5%, une autre, elle va gagner 15%, une troisième, on va perdre 5%. Et bien la troisième va nous coûter le gain de la première, c'est comme ça. Tant que en bourse, vous gagnez dans 2/3 des cas, donc 60 à 70% des cas, tant que vous gagnez, et puis tant que quand vous gagnez une fois et demie, 2 fois, voire 3 fois ce que vous avez l'habitude de perdre quand vous prenez un stop, et bien à moyen long terme, votre portefeuille monte petit à petit. Il ne faut pas avoir peur de prendre des pertes. Si vous avez coupé Galapagos à 99,5, elle vient de perdre 2% supplémentaires, donc vous êtes content de ne plus être dessus, vous la surveillerez peut-être plus tard, mais en attendant, vous avez libéré du cash, vous ne perdez pas plus, la valeur ne grignote pas votre portefeuille et ne grignote pas votre psyché. Gensight, biotech française, OSRD, assez punchy, mais sur laquelle je ne serais pas à l'aise au cours actuel. Gensight a l'habitude d'envolées spéculatives soutenues par des volumes, mais ensuite ça peut retomber tout aussi facilement, même envolée spéculative ici en septembre-octobre, puis retomber assez forte par la suite. Donc, sauf nouvelle, sauf publication, qui encore une fois serait binaire, il se pourrait que Gensight consolide un certain temps. Après l'envolée récente où le titre a gagné plus de 150%. Donc il faut savoir aussi laisser respirer le marché, laisser respirer des titres qui ont fait des beaux rallyes. Et mis à part le fait d'être à moyen long terme, si vous êtes court-termiste dessus, il ne faudrait pas que l'on casse les 6,6 €, c'est-à-dire les plus bas de la semaine passée. Autre configuration qui n'est pas forcément très évidente, en fait dans cette première partie là je parle de configuration baissière, de configuration pas facile à jouer, de configuration un peu piégeuse. Maison du Monde qui montait petit à petit tranquillement entre mars et octobre. Ici on a un peu comme sur Claranova tout à l'heure un nettoyage de marché, le titre perd plus de 20% violemment.
Seul point positif dans ce cas-là, c'est que on est revenu sur une zone clé qui avait été travaillée par le passé, qui correspondait en plus à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc là, pour ceux qui attendaient d'acheter sur repli sur un niveau moyen terme, sur la moyenne mobile à 200 périodes, c'était une entrée parfaite. Mais franchement, elle n'était pas facile à prendre. Ensuite, il y a le fait que Maison du Monde casse ici la zone des 14,80. Le fait est que on a cette oblique qui passe par tous les plus hauts, donc on se dit est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Donc voilà, je dis pas que c'est pas possible d'intervenir sur Maison du Monde. Oui, il y avait des arguments pour rentrer ici sur MM200, ou bien rentrer dans la remontée, ou bien rentrer ici sur la cassure de la mèche, ou bien celle des plus hauts, même si on avait ici l'oblique juste au-dessus de nos têtes. Mais voilà, il faut avoir du doigté, ou il faut croire au dossier, ou il faut tout simplement ne pas donner trop d'importance au court terme. Et si la Maison du Monde arrive à casser cette oblique, eh bien, elle pourra continuer sa course en direction des 17 euros, donc de la zone graphique suivante qui a été très travaillée en 2019. Mais encore une fois, c'est pas de la configuration évidente. Et puis on finit cette première liste avec Robertet. Robertet, le spécialiste des parfums, qui est dans le sud de la France, à Grasse. Donc je vous montre le graphique de très long terme. Robertet est dans une superbe tendance haussière depuis 2015, enfin même depuis 20 ans, hein, mais on va dire que cette tendance s'est affirmée depuis 2015. On est passé de 150 euros à 1000 euros, donc le titre a fait x6 en l'espace de 5 ans à peu près. Donc une belle progression. Simplement, vous voyez que cette progression, elle s'est faite selon une certaine vitesse et que en 2019 et 2020, ici, on a tenté d'aller peut-être un peu trop rapidement en besogne. Donc, je surveille deux zones sur Robertet. Il y a la borne haute de l'ancien canal haussier qui est vers 800 et il y a surtout cette zone-là autour des 750 euros, qui correspond à la borne basse du canal haussier, à l'oblique qui passe par tous les plus bas. Donc voilà, c'est pourquoi je vous parle de Robertet, parce qu'en fait, elle était sur support la semaine dernière. J'ai vu plusieurs lecteurs clients en parler et je me suis dit, bon, je vais en parler pour leur dire de faire attention parce que à court terme, c'est baissier, on casse des supports et donc il n'est pas dit qu'on n'aille pas plus bas. Et je trouverais que ce serait pas un mal d'aller plus bas, en effet, puisque si le titre perdait 10 à 15% de plus, sait-on jamais, il reviendrait sur des supports de moyen long terme, niveau horizontaux et niveau oblique, et là, franchement, ça m'intéresserait beaucoup plus. On va maintenant passer aux valeurs internationales. On commence avec Canadian Solar. Alors des fois c'est parce que c'est des belles opportunités, des fois c'est parce que j'ai choisi des valeurs qu'on m'a demandé tout simplement, des valeurs que j'avais pas regardées depuis un certain temps ou des valeurs sur lesquelles on a des configurations techniques intéressantes. Donc Canadian Solar, spécialiste des panneaux solaires, une belle tendance haussière avec des accélérations. On a un premier niveau de vitesse, un deuxième niveau de vitesse, un troisième niveau de vitesse. Donc vous voyez ici une valeur qui ne fait qu'accélérer. Et on voit bien que on a atteint en quelque sorte un palier ici à 45 $. Donc on a besoin d'une pause. Vous voyez, accélération, 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 consolidation. On a un double échec sous les 45 $. Et puis on a un chandelier qui ne me plaît pas du tout. C'est le chandelier d'hier. Où on voit une tentative de repartir à la hausse qui est vendue en séance avec une clôture au plus bas, avec des volumes. Donc ça laisse entendre qu'on ne veut pas retourner sur les plus hauts, qu'elle a du mal à aller sur les plus hauts, que les vendeurs s'y trouvent. Et donc on peut supputer, spéculer sur le fait qu'elle ait besoin, cette valeur, de revenir vers les supports. On a une zone de soutien ici vers 33-35 $. Donc beau dossier, belle tendance haussière de moyen terme, mais on aimerait bien pouvoir le payer 15% moins cher sur des zones de soutien et pas sous des résistances qui pour l'instant semblent être vendues. Ensuite, on va sur le site de Zone Bourse puisque je veux vous montrer un titre
polonais CD Projekt, et je n'ai pas la Pologne sur mon Pro Real Time. Heureusement, sur Zone Bourse, gratuitement, vous avez les graphiques de 95 000 valeurs à travers le monde. Donc CD Projekt, tendance haussière qui démarre en 2016. C'est un peu comme Robertet, passez-moi cette comparaison, même si c'est deux secteurs très différents. On a ici donc une expansion rapide, et puis là on a des prix qui bloquent sur les plus hauts. Donc un super dossier à moyen long terme, mais à court terme qui bloque un petit peu. Donc je rappelle que CD Projekt, c'est des spécialistes des jeux vidéo et qui font du développement pour la PlayStation, la Xbox, le PC, distribution de jeux vidéo en ligne. Vous pouvez, à chaque fois que vous allez sur une fiche valeur zone bourse, avoir la synthèse avec les chiffres, le profil de la société, son graphique, les finances de la société avec les anticipations 2020, 21, 22, le consensus des analystes, etc. Donc voilà, une belle valeur, mais qui à court terme a atteint une zone de résistance à laquelle il faut faire attention. Et je félicite aussi la personne, Florian, me semble-t-il, qui m'a demandé cette action, puisqu'il la suit depuis longtemps, et qu'il a suivi tout le secteur du jeu vidéo à travers l'Europe. Parce qu'en France, il y a des belles valeurs, comme Ubisoft, ou comme Guillemot, comme Nekon dans les jeux vidéo. Mais en Europe, vous avez aussi un grand nombre de sociétés de qualité. On continue avec Colruyt à Bruxelles. Donc là, on est plutôt sur un support de moyen terme, sur un gros dossier. Et je vous rappelle que Colruyt, c'est la grande distribution, donc c'est le Carrefour belge. Et forcément, c'est un peu moins sexy que d'acheter un leader dans son secteur, du jeu vidéo ou des panneaux solaires. Le seul point positif pour Colruyt à court terme, c'est qu'on est sur une zone de support de moyen terme qui a déjà tenu cet été. On est dans un range, donc un petit peu comme au mois de juillet dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tient la zone de support et qu'ensuite seulement on sort par le haut de ce range, alors une vague haussière pourrait peut-être naître comme en août-septembre dernier. Donc 1, tenir le support, 2, réussir à casser les 50,30 et à s'extraire par le haut du range de court terme pour donner une impulsion haussière et montrer que les acheteurs en ont sous le pied et qu'on peut repartir à la hausse. Sinon, ça reste une action relativement neutre sur support, pas vraiment recherchée par les opérateurs, dans un secteur, comme on l'a vu dans une première partie d'émission, qui n'est pas vraiment un secteur à la mode, puisque c'est la grande distribution et que la grande distribution, elle est en perte de vitesse. Ensuite, on retourne au Canada avec NovaGold, une minière canadienne dont je vous ai déjà parlé. Pour ceux qui veulent acheter des matières premières, on peut acheter des ETF sur l'or et l'argent, mais on peut aussi acheter, on peut aussi acheter du NovaGold, une minière, sur support, comme je vous l'ai montré la semaine dernière. NovaGold en fait est revenu se poser sur sa moyenne mobile à 200 périodes, toujours la même, et les 9,85 $ qui correspondaient à une zone de résistance qui a bloqué ici en juillet et en août dernier avant de passer fin août. Donc vous voyez, c'est l'ancienne borne haute d'un range dans lequel on était qui fait désormais support, qu'on a tenu, et maintenant il faut réussir à s'extraire de ce canal baissier en quelque sorte pour reprendre le chemin de la hausse en direction des plus hauts annuels. Donc en gros, il faudrait que les cours de l'argent arrivent à s'extraire du range qu'on a vu tout à l'heure, que voici, pour que NovaGold arrive à s'extraire du canal baissier dans lequel elle est depuis plusieurs semaines, et afin de continuer sa course haussière de moyen long terme. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille et avoir un profil un petit peu plus défensif. Ensuite, on retourne, si je ne m'abuse, en Belgique, mais cette fois dans le secteur de la télécommunication. Cette fois, on parle de Proximus, c'est le Orange belge. Depuis quelques semaines, le secteur de la télécommunication, que ce soit Orange en France, Telefonica en Espagne ou Proximus en Belgique, reprend quelques couleurs.
On était donc dans une dynamique baissière. Alors vous voyez, c'est un peu le même constat que tout à l'heure. Dynamique baissière rapide, puis moins rapide, puis encore moins rapide. Et enfin, on arrive à repartir en tendance haussière de court terme. Donc on a tout le principe d'accélération, puis de stabilisation. Puis ensuite, on a un range sur les plus bas. Un marché ne passe jamais de baissier à haussier ou de haussier à baissier. Il passe toujours par la case neutre. Et c'est ça qui nous intéresse et nous intéressera dans nos émissions, c'est que cette valeur est baissière, puis à un moment elle se place dans un range, puis elle arrive à s'extraire de ce range avec des volumes relativement fournis. C'est à ce moment-là, nous, qu'on regarde une valeur baissière et qu'on se dit « Ah, là, va peut-être y avoir quelque chose à se mettre sous la dent ». C'est pour ça que parfois, quand des gens me présentent des valeurs baissières alors qu'elles sont toujours dans la phase baissière ou dans un range en bas, je leur réponds « Cette valeur m'intéressera bientôt si elle arrive à s'extraire par le haut de cette zone de prix ». Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à de nombreuses reprises, on est dans une latéralisation et puis on en sort par le bas. On est dans une latéralisation puis parfois ça sort par le bas. Donc moi j'attends toujours que les prix 1 arrêtent de baisser, 2 latéralisent, 3 qu'ils sortent par le haut de la zone de consolidation pour donner un signal positif. Et là ce qu'on peut constater tout simplement c'est que le titre travaille depuis 5 jours la zone des 18,2025 et sa moyenne mobile à 200 périodes, toujours cette fameuse moyenne mobile de moyen long terme. Quand on est au-dessus, c'est plutôt positif. Quand on est dessous, elle fait résistance. Et donc là, il faudrait absolument dans les séances à venir que Proximus arrive à casser cette moyenne mobile pour pouvoir perdurer dans son rebond technique et peut-être développer une tendance haussière de court terme un petit peu plus longue. Ensuite, on passe toujours en Belgique. Vous voyez que j'essaye de tourner. Hein. Une semaine, on m'a demandé des actions suisses. La semaine d'après, on m'a demandé des actions américaines. J'essaye de répondre comme ça à vos demandes. Alors, Recticel, c'est très spécial puisque c'est un spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de produits à base de mousse de polyuréthane. La société vend des mousses souples, des mousses de rembourrage de coussins, de sièges et de matelas et des mousses techniques, des produits pour l'industrie automobile. Donc là, le business dans l'industrie automobile, on peut supposer qu'il repart. La valeur, elle, repart complètement. Vous voyez peut-être pas grand-chose pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder des graphiques, mais pour moi qui regarde des graphiques depuis des années, on voit bien cette sorte de structuration en épaule, tête, épaule inversée. C'est-à-dire qu'on a ici une première épaule, la tête avec une chute violente, puis un retour en force tout aussi violent, puis une nouvelle zone de consolidation et une sortie par le haut. Donc c'est comme si on avait une épaule, tête, épaule inversée gigantesque à moyen terme. On parle d'une valeur qui quand même globalement est haussière sur les dernières années. Si vous regardez comme ça le rythme de progression progressive depuis 2011, on fait de la dent de scie, mais globalement on est haussier sur le graphique. En données journalières, c'est superbe. Alors ce qu'il y a, c'est que le timing, pour le coup, ne s'y prête plus. Vous voyez ici, on avait une zone de prix qui a été testée une fois, deux fois, trois fois à 9,4 €. Quand on est passé ici la 5e fois avec des volumes en plus qui étaient importants, c'était un signal extrêmement fort. Et on a pris rapidement 10% depuis. Et en plus, dans la foulée, le titre s'attaque à ses plus hauts historiques. Donc, si ça passe, on peut encore continuer de grimper. Simplement, bravo à ceux qui en ont. Bravo si vous êtes rentré dans la consolidation horizontale à 8,50 ou dans le redémarrage à 9 ou sur cassure haussière à 9,50. Par contre, pour celui qui n'en a pas, le timing ici est extrêmement complexe puisque pour pouvoir mettre un stop de protection sous le support, il faudrait mettre un stop de protection sous les 9,5, donc à plus de 10% des cours. Donc dans ces cas-là, très difficile de rentrer dessus. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est un retracement vers les 10 € avant une continuation haussière. C'est le seul moyen de pouvoir prendre le train en route sans payer extrêmement cher. Et puis on finit par Snowflake aux États-Unis.
une valeur qui est spécialisée dans le cloud. Les valeurs technologiques, en ce moment aux États-Unis, ça cartonne. Cette valeur a été introduite en octobre. Elle a stabilisé à plat pendant 2 mois, puis elle a cassé son plus haut historique qui était à 320 $. Je vous ai déjà parlé de cette méthode. Donc le Green Light Breakout, je vous en ai parlé dans l'émission précédente. Donc je vous le redis, ça s'appelle le Green Light Breakout. Vous pouvez taper Green Light Breakout sur Google, vous trouverez cet article dans les premiers où il y a énormément d'exemples. Donc le but c'est de noter des valeurs sur lesquelles on a un cours d'ouverture qu'on va tester plusieurs fois sur quelques mois, et quand ce cours qui correspond soit à l'introduction soit au plus haut du jour de l'introduction casse, généralement c'est le début d'une belle tendance haussière, et vous avez plein d'exemples dans cet article. Je vous avais également parlé de Nekon en France, où j'avais utilisé cette stratégie. Nekon qui avait donc coté son premier jour et touché les 6 €, puis elle avait végété pendant 2-3 mois, et ensuite elle avait cassé les 6 €. C'était un signal fort, et depuis elle a pris 30%. Donc ici c'est la même chose avec Snowflake. Aux États-Unis, ce que font les opérateurs, c'est qu'ils surveillent la valeur, et quand elle commence à casser son plus haut annuel et historique, là les investisseurs la suivent de près. Alors ici c'était pas forcément facile, puisqu'on casse les 320, on monte, puis on redescend, puis on repart. Ça reste des valeurs américaines, donc il faut pas être à 5, 6, voire 10% près. Ce que je trouve aussi intéressant ici, c'est cette configuration. Vous avez des chandeliers haussiers, 3 chandeliers de consolidation, puis un avalement haussier extrêmement fort. Alors, hop. Donc, ça s'appelle les 3 méthodes ascendantes ou descendantes. Vous avez sur Zone Bourse une rubrique pédagogique avec les définitions. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sur Zone Bourse, vous avez quelque chose qui s'appelle le ZB Campus, un espace pédagogique avec de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, les graphiques Zone Bourse, plein d'explications. Et dedans, vous avez donc les 3 méthodes ascendantes et descendantes. Donc vous voyez, c'est un chandelier vert puissant, 3 petits chandeliers rouges de consolidation à l'intérieur du corps du premier chandelier, puis un avalement haussier qui confirme le redémarrage puissant et la poursuite de la hausse. Donc on l'a eu ici. Forte hausse, consolidation en 3 chandeliers, et boum, l'avalement haussier, 2 redémarrages haussiers, la cassure des plus hauts. Et donc même pour ceux qui n'étaient pas rentrés, vous voyez ici sur cassure des 300 $, il y avait moyen de rentrer sur les 340 $ et de gagner 20% en l'espace de 2 séances. Alors c'est pas du trading sur Orange, c'est pas de l'investissement sur Total. C'est clair que quand on s'attaque à ce genre de valeur américaine, faut avoir le cœur bien accroché et être habitué à des valeurs qui bougent beaucoup. On continue et on passe aux valeurs trend following. Alors, Artefact, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. On en a parlé il y a 2 semaines dans l'émission, et d'un éventuel repli sur les 2,4 €. Ensuite, j'en ai reparlé sur Twitter à la cassure des 2,90. Donc ceux qui ont payé la cassure des 2,90, ils gagnent 6 ou 7%. Ceux qui ont acheté les 2,40 gagnent 24%. On est dans une belle tendance haussière, une belle valeur trend following, soutenue par des volumes forts, soutenue par des recommandations de courtiers comme hier, c'est Invest Securities, je crois, qui a relevé son objectif sur le dossier. Donc voilà, belle valeur, beau dossier, des volumes, des news, c'est tout ce qu'on aime, et une fois qu'on est dedans, on essaye de se laisser porter le plus longtemps possible. J'ai quelqu'un qui me disait avoir acheté ici sur repli à 2,50 et qui me demandait où est-ce qu'il pouvait mettre son stop de protection. Donc encore une fois, je ne fais pas de conseils personnalisés. Simplement, si vous êtes un court-termiste, en théorie, vous devez mettre votre stop sous le support, sous les précédents plus bas. Ici, on a une zone de soutien à 2,85, des petites mèches à 2,80. Donc votre stop en théorie doit être sous les 2,80. Donc par exemple à 2,72.
Donc si vous avez acheté 2,50, on est à 2,72, ça vous fait un stop qui vous garantit 9% de gain quoi qu'il se passe. Et ensuite, on laisse courir le plus haut le plus longtemps possible. C'est ça le concept du trend following, le suivi de tendance. Ensuite, on revient à une valeur hollandaise, Corbion. Corbion qui flirte avec ses plus hauts annuels et historiques. Donc vous voyez ici, c'est une valeur qui pendant un peu plus de 20 ans a fait du surplace en quelque sorte autour des 20-25 euros. Et il a fallu attendre le post-Covid, la mi-2020, pour qu'on casse cette fameuse zone des 30 euros et qu'on accélère pour de bon. C'est comme la renaissance d'un trend following, si vous voulez. Donc pendant des années, on bute, puis enfin ça part. C'est une valeur qui est spécialisée dans l'agroalimentaire, qui flirte avec ses plus hauts historiques. Mais alors attendez, je cherchais une petite news. Ce qui change des autres valeurs, si vous voulez, c'est que par exemple Corbion, il travaille sur le développement d'ingrédients alimentaires à base de micro-algues en partenariat avec Nestlé. Ils font vraiment de la recherche. Ils créent également des produits qui sont destinés à tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, grande chaîne de distribution, des produits biochimiques. Donc c'est pas de l'agroalimentaire au sens Carrefour. Hein, c'est plutôt un fournisseur de produits qui permettront de faire des produits finis. Et là, Corbion, c'est une valeur trend following avec des plus bas de plus en plus haut. Et en trend following, si on veut rentrer à l'achat sur une valeur, on surveille soit la tenue des supports, soit la cassure de la résistance. Donc ici, si on accélère, si on arrive à passer cette zone des 44,3 euros, eh bien le titre pourrait continuer de grimper. Une autre valeur trend following, mais pour le coup que j'ai complètement loupé ces dernières semaines, ces derniers mois, ça arrive, on ne peut pas être partout, c'est Swatech. Voilà, Swatech qui est dans une superbe tendance haussière, qui alterne des phases de hausse agressive avec des phases un peu plus en dents de scie. Mais globalement, voilà, c'est une superbe dynamique haussière de long terme ces dernières années. Ça fait maintenant 4 ans que Swatech est en mode recovery, puisque je rappelle que ce titre cotait 11 euros en 2015-2016. La société a su se réinventer, retrouver de la visibilité, de la rentabilité, de la croissance. Donc voilà, c'est magnifique. Vous noterez quand même qu'il y a des belles phases de hausse, mais aussi des belles phases de consolidation, que le titre a triplé en l'espace de 6 mois. Donc dire que c'est une tendance haussière magnifique, dire que c'est génial pour ceux qui sont dedans, ok, c'est un fait. Par contre, rentrer maintenant sur Swatech, bonne chance. Parce que là, ça me donne un petit peu le vertige. Certes, les chiffres sont là pour justifier d'une telle dynamique des prix, mais voilà, si j'avais envie d'en acheter, j'attendrais au moins un retour sur une zone, une ancienne zone de résistance qui ferait support théorique vers 135 euros, mais en acheter maintenant à 153, j'aurais beaucoup de mal. Donc bravo à ceux qui sont dedans et qui en profitent et qui remontent leur stop plus ou moins proche des cours, mais pour y rentrer, c'est très compliqué. C'est compliqué également de rentrer sur Solution 30, à moins d'avoir un très bon money management. Donc là, vous êtes sur un titre haussier à moyen long terme qui a cassé ses plus hauts en août 2020, qui est fortement haussier, soutenu par des news, des relèvements de courtiers depuis. Belle valeur de trend following. On est en train de casser les plus hauts. Donc en théorie, si on arrive à passer le plus haut ici à 19,4, 19,5, c'est un nouveau signal d'achat pour continuer de grimper. Encore une fois, c'est quelque chose qui se tente quand on est habitué. C'est-à-dire que
Pour quelqu'un qui tente l'achat ici pour jouer l'aspiration haussière, la cassure des plus hauts avec un stop super serré sous la bougie de la veille, ça ne me dérange pas. Comme ça, si ça passe, c'est bien. Et si ça passe pas, il saura couper sa position, encaisser une petite perte et y revenir plus tard. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer dans ce genre de configuration, c'est qu'on retourne sous la résistance, puis ça ne passe pas, on consolide une autre fois, puis on y retourne une troisième fois, et enfin, ça passe à ce moment-là. Vous voyez? Donc oui, j'ai envie de vous dire qu'elle est belle, qu'elle est trend following, que si on casse le plus haut, elle pourrait continuer de monter. Mais je sais déjà que c'est le genre de configuration dans lequel ça passe pas forcément du premier coup et qu'il y aura peut-être besoin de plusieurs essais. Donc sachez-le. Le but aussi ici, c'est de vous montrer là où je suis bon, mais là aussi où je suis pas bon et là aussi où j'ai des doutes. Si vous voulez tenter la cassure du plus haut ici sur solution 30, ça vaut le coup de ne le faire qu'avec un stop serré en trading et de ne laisser courir que si ça passe clairement. Si ça passe pas, c'est qu'il y aura potentiellement une autre consolidation à la clé avant plus tard un passage dans le sens de la dynamique de fond. D'autre part, ce que je voulais aussi vous dire, c'était que sur ce genre de titre, il faut essayer aussi de rentrer dans les consolidations. Vous voyez ici, solution 30 passe de 19 à 15, elle perd 20%, elle consolide. C'est dans ce genre de zone d'accumulation qu'on essaye aussi de rentrer et ou de rentrer dans des cassures intermédiaires. Vous voyez ici, le titre tente de redémarrer, consolide, tape contre les 18 une fois, deux fois, trois fois on y va et ça passe. Donc là, potentiellement, rentrer à 18 € permettait de rentrer sur une cassure de court terme et de se donner de l'avance pour pouvoir gagner 5 à 6% avant d'arriver sur la résistance de moyen terme et donc d'avoir déjà un stop à son prix de revient et de se donner la chance de voir si ça passe ou pas. Et si ça passe, on laisse courir, et si ça passe pas, on peut même encaisser avec un petit gain. Donc essayez parfois, si vous repérez une belle valeur comme solution 30, de trouver un niveau d'entrée intermédiaire dans les cassures avant d'avoir à rentrer sur, je pense, une des cassures les plus complexes, qui est la cassure des plus hauts, alors qu'on vient de gagner 15% pour y arriver. Voilà. Ensuite, STM. STM, c'est une valeur qu'on adore chez Zone Bourse. J'en ai parlé pour ceux qui l'avaient écouté dans mon émission sur Bismart. J'avais expliqué en fait il y a 2-3 semaines sur Bismart que en 2021 chez Zone Bourse nous allons beaucoup jouer la carte Asie, la carte croissance de la Chine et de l'Asie. En effet, la croissance chinoise est attendue en forte hausse en 2021. 15 pays asiatiques ont signé ensemble un deal pour faire des échanges commerciaux et ces 15 pays représentent 30% du PIB et de la population de la planète. Donc nous chez Zone Bourse on pense que l'Asie va être un moteur de la croissance en 2021 et ça devrait porter deux types de secteurs. Le premier secteur c'est les semi-conducteurs. C'est pour ça que sur les valeurs comme ASM, ASML, ST Microelectronics, nous on est globalement haussier et à la recherche d'achats sur repli. Et deuxième secteur qu'on aime beaucoup chez Zone Bourse, c'est le secteur des matériaux de base. Donc c'est par exemple ArcelorMittal, Eramet, Jacquet Metal et je vous avais aussi donné Aurubis. Aurubis qui est le leader européen de l'extraction de cuivre, valeur qui est cotée en Allemagne. Donc vous voyez, c'est deux secteurs très différents, matériaux de base et semi-conducteurs, qui profitent directement ou indirectement de la dynamique asiatique. Ensuite, je reviens sur deux valeurs qui font partie de ma shortlist pour 2021. Alors qu'est-ce que c'est que ma shortlist? En fait, c'est des dossiers que j'aime beaucoup, et fondamentalement et techniquement. Dans ma shortlist, je vous ai déjà parlé de Navia, de Blockchain Group. Donc Navia qui est bien monté ces derniers temps, qui consolide. The Blockchain Group qui continue d'être très soutenu et qui aujourd'hui gagne 15%. Malheureusement pour moi, elle veut pas revenir sur les 1,20, du coup je peux pas faire de stratégie d'achat et seuls ceux qui en ont en profitent, donc bon bah c'est comme ça arrive. Donc Navia est en pause, NeoEn est en pause,
Ensuite, The Blockchain continue de grimper. Et le quatrième titre dont je vous ai parlé dans ma shortlist, c'est Wallix, que vous avez sous les yeux, spécialiste de la cybersécurité. Simplement, il faut que vous compreniez que tous ces titres n'ont pas les mêmes objectifs et ne se jouent pas de la même manière. The Blockchain Group, c'est un titre très spéculatif, très spéculatif, où je vise à moyen terme 2 euros, où j'aurais bien aimé un retour sur les 1,20, mais on voit bien que c'est un titre très volatile, très spéculatif, faut l'avoir en tête, et ça c'est plutôt pour les sportifs. Navia, c'est un cran en dessous en termes de spéculation, mais ça reste très spéculatif, dossier très volatile, qui peut très bien revenir à 4 euros, voire même un jour à 3,70, qu'elle ne casserait pas sa dynamique haussière de moyen terme et que ça ne m'empêcherait pas de viser les 5,5 voire 6 euros dans les mois qui viennent si les bonnes nouvelles continuent d'affluer. Ça, ce sont deux titres très punchy. Ensuite, on a NeoEN qui est plus calme dans ma shortlist et où on espère une entrée plutôt sur les 44 ou 43 euros pour jouer ici ce qu'on appelle une mémère, c'est-à-dire une valeur trend following, mais qui a un rythme de progression relativement calme. Et donc, le quatrième titre dont je vous ai parlé, c'est Wallix, mais Wallix, c'est un mix entre les deux, entre une mémère et un titre très spéculatif, c'est-à-dire que c'est une valeur qui est plutôt lente. Vous voyez, Wallix, il faut regarder la pente de sa moyenne mobile à 200 périodes. Elle a été neutre fin 2019, début 2020. Elle commence à monter depuis 6-8 mois. Et donc, on est sur de la pentification haussière. Mais c'est une valeur qui parfois peut être erratique et qui peut passer des semaines dans un range de 20%. Certains se sont peut-être rués à l'achat quand j'en ai parlé ici sur des 16 euros ou bien par la suite sur la cassure des 17 ou des 17,50 sans forcément se rendre compte qu'on pouvait très bien revenir de 17,50 à 15,50 tout en restant dans un rythme de progression progressif. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que chacune de ces valeurs a son rythme, a sa façon de faire, de bouger. Et Wallix, c'est un titre sur lequel on peut très facilement perdre 2-3 euros avant de les regagner. Donc il faut des stops plus larges, des stops possiblement mentaux, et de ne sortir de cette valeur que si les fondamentaux venaient clairement à changer. Placer des stops à 1 euro sous les cours, c'est avoir de grandes chances quand même de sauter malheureusement sur ce type de dossier. Donc le point positif, c'est la pentification de la courbe, c'est le fait qu'on casse les plus hauts annuels, c'est le fait qu'on ait fait une mèche basse sur les 16 euros et que les acheteurs se soient rués à l'achat dessus. Maintenant, on voit bien qu'elle a un gap sous les pieds, donc si elle échoue sous ses plus hauts, elle peut très bien revenir combler ce gap, latéraliser. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire que c'est une bonne valeur. Un bon dossier de moyen long terme sur lequel je ne serais pas étonné que dans les trimestres à venir, si vous voulez, on retourne vers les 25-30 euros, soit la zone haute ici travaillée en 2018, avant que les chiffres de croissance et l'augmentation de capital lancée sur le titre ne déçoivent en 2018. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort de un an de latéralisation, qu'on est dans du renouveau, et c'est pour ça que Wallix fait partie de ma shortlist pour 2021. Si vous en avez et que vous avez des stops sous la mèche, c'est bien. Si vous n'en avez pas, espérez un retour vers les 17 euros pour pouvoir en prendre et jouer cette hausse de moyen terme. Donc il y a 4 titres que je vous avais présentés dans l'émission Les marchés en action numéro 3. NeoEN, Navia, The Blockchain et Wallix. Il y a un 5e titre que tout le monde sait, que j'adore. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, c'est Nikon, le spécialiste des accessoires pour jeux vidéo, où à moyen long terme je vise les 9,5 voire 10 euros. Simplement, comme je l'ai expliqué dans la dernière émission, cette valeur a une façon de faire, de progresser. Elle aime bien parfois faire une mèche basse relativement forte. Donc il faut savoir, si vous êtes sur Nikon, qu'on n'est pas à l'abri à un moment donné qu'elle fasse une mèche basse, qu'elle perde 10 ou 15%, qu'elle revienne travailler les 7 euros avant d'éventuellement repartir à la hausse dans le sens de sa progression initiale. Donc gardez bien en tête l'analyse des titres sur lesquels vous êtes. Parfois on peut rentrer sur une cassure de plus haut qui ne va pas forcément engendrer 10 ou 15% de hausse. Parfois on va casser les plus hauts, puis revenir tester la zone, puis repartir ensuite. Donc sachez sur quel type de dossier vous êtes.
étudier la façon dont ce dossier a d'évoluer, de bouger, de faire des accélérations puis des consolidations pour pouvoir justement, un, ajuster votre entrée et deux, vos stops de protection. Pour ceux qui n'ont pas de Nikon par exemple, on espère une mèche basse sur les 7,50 voire les 7,30 pour pouvoir en acheter moins cher et pouvoir participer à la hausse avec les autres. Tout ça pour dire que ces 5 valeurs font partie des titres que j'aime beaucoup, ces 5 valeurs que j'ai choisies dans 5 secteurs différents et dans parfois des pays différents, puisque là je vous présente la 6e qui est Virgin Galactic. Alors ça, en plus d'être une de mes valeurs préférées pour 2021, on va dire que c'est un de mes chouchous. En début d'année, je me souviens, je publiais des graphiques à 15 ou 16 dollars et je disais, voilà, en bourse, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites de la bourse bon père de famille, tranquille, qui va acheter les valeurs qu'il connaît. Il a une Renault, il va acheter du Renault. Il fait le plein à la pompe chez Total, il achète du Total. Voilà, investisseur bon père de famille qui achète français, des grosses boîtes françaises. Alors ok, sur 20 ans, il y a de la rentabilité, si on a choisi les bonnes, on peut faire de la performance, toucher des dividendes, mais ça fait pas rêver si vous voulez. Je pense que quand on fait de la bourse, je crois que, je sais plus si c'est Peter Lynch ou Benjamin Graham qui disait ça, mais en gros, il faut acheter des valeurs qu'on aimerait avoir encore en portefeuille dans 10 ans. Acheter des titres où vous vous dites, ça je le passerai bien à mes enfants peut-être un jour. Là, vous avez le titre de Virgin Galactic. C'est Richard Branson, c'est un milliardaire intelligent, un peu comme Trump, un génie, qui veut faire des voyages dans l'espace, qui veut emmener des touristes dans l'espace pour 200 à 300 000 dollars. Et cette année, on a donc théoriquement à la fin de la semaine le 3e vol d'essai de leur engin spatial en vol suborbital. Et voilà, ça c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir des sociétés qui vont coloniser l'espace, qui vont faire des voyages dans l'espace. Il y a aussi Momentus, une société qui va s'introduire en bourse et qui est spécialisée dans les satellites, qui est un dossier qu'on va suivre dans les semaines à venir. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas de la bourse bon père de famille, c'est un peu plus spéculatif. Donc il y a plus à gagner, mais il y a plus à perdre, mais il y a aussi plus à gagner. Ça fait plus vibrer de se dire, voilà, j'achète à 15, 20 ou 25 dollars du Virgin Galactic parce que peut-être que mon enfant, dans 10 ans, aura des titres Virgin Galactic à 120 dollars parce qu'ils travailleront avec Elon Musk à envoyer des touristes sur Mars. Donc voilà, j'avais fait un petit graphique rigolo que j'ai mis sur Twitter que je partage avec vous. Ce sont les différentes couches qu'il y a pour quitter l'atmosphère terrestre, la troposphère, la couche d'ozone, la stratosphère, la mésosphère, la ionosphère. J'ai dû faire une petite faute de frappe ici. Je vais vérifier parce que... Ah non, oui, c'est ionosphère, c'est bien ça. Il faut que je corrige. Hop, hop, ionosphère. Donc voilà, c'était un petit délire rigolo. J'ai donc constaté que Virgin Galactic était dans une tendance haussière soutenue par des volumes historiques, qu'il y avait plusieurs tentatives d'envoler et que quand on allait réussir à l'envoler, ça allait être beau. C'est le cas, c'est superbe. On a cassé la couche d'ozone, vous voyez ici, on a cassé la zone des 28 dollars qui correspondait au plus haut du mois de juillet dernier et on s'est envolé de 17% hier. Donc là, on est en train de changer de zone de prix. Et si vendredi tout se passe bien, ça m'étonnerait pas que semaine prochaine on soit sur les plus hauts annuels et historiques autour des 40 dollars. Simplement, j'en achèterai pas là à 33 dollars pour viser les 40 dollars, qu'on s'entende. C'est un peu du domaine du pari. Comme je vous le disais dans la première partie d'émission, s'il y a un problème pendant le vol, elle perd 30% le jour même. Je pense que le vol se fera vendredi hors séance, du coup ce sera lundi. S'il y a une avarie, ce sera moins 20% lundi. S'il y a explosion du véhicule, ce sera moins 50 lundi. Donc ayez bien conscience de cela. Et si tout se passe bien, on peut espérer que la hausse perdure, qu'on aille vers les plus hauts annuels ou historiques. Et j'espère qu'en 2021, ce sera un titre qui peut continuer d'être recherché.
Donc pour ma part, je suis toujours fortement haussier dessus et je continue, je n'ai pas changé d'avis, de viser des nouveaux plus hauts historiques dans les 6 à 12 mois. Je ne sais pas si ça se fera cette semaine ou la suivante, je ne sais pas si ça se fera dans 6 mois. À dire vrai, j'en ai un petit peu rien à faire. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'accumuler le titre dans la zone 15-25. Parce que justement, quand on sort de la zone d'accumulation et que ça part très vite. Et ensuite, on laisse courir. J'ai pas de boule de cristal, je lis pas dans l'avenir, simplement, comme je vous l'explique, c'est une belle valeur, ça fait rêver, ça met des paillettes dans le portefeuille. On a des petites étoiles dans les yeux et ça c'est de l'investissement boursier. Donc là, on a du fondamental, de l'analyse technique, de l'analyse de sentiments, des signaux techniques. On a tout ce qu'on aime sur un titre haussier. Et puis je finis rapidement avec les autres valeurs. J'avais choisi BioUV. BioUV parce que le titre est dans une consolidation horizontale de moyen terme et que j'estime qu'à moyen long terme, on en sortira par le haut. Donc BioUV, il y a eu une news ce matin dessus. La société donc va être distribuée par le groupe Bastide, les machines de la gamme Bioscan, c'est des équipements de désinfection de surface et d'espace qui ont été créés par BioUV. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que BioUV, ils sont spécialisés dans le traitement de l'eau par ultraviolet. Le titre est monté pendant le Covid et a profité, si vous voulez, de ces kits de désinfection, ces machines de désinfection. Donc on pourrait se dire que post-Covid, c'est une valeur qui pourrait retomber. Mais il n'y a pas que le Covid. Voilà, c'est des spécialistes dans le traitement de l'eau, dans les eaux de ballast. Il y a toute une activité avec la marine, les bateaux, etc. Donc il y a vraiment plusieurs projets chez BioUV et je trouve qu'à moyen long terme, c'est un beau dossier. Donc je ne serais pas étonné qu'à moyen long terme, on s'extrait de cette zone-là entre 5 et 7 euros et qu'on arrive ensuite à s'en extraire et à aller chercher de nouveau les plus hauts annuels et les plus hauts historiques du titre. Je pense même avoir parlé du fait qu'à long terme, c'était le genre de titre où je ne serais pas étonné qu'on double et qu'on retourne vers les 9-10 euros. Et donc pour ceux qui sont rentrés à 5 euros pile sur le bas du range, le bas de la consolidation horizontale qui dure depuis des mois, bah c'est un objectif de cours de 100%, de x2 sur la valeur. Je dirais pas que ça fait partie de ma shortlist et de mes valeurs préférées, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle revient sur 5 euros, j'en parle parce que ça me semble être une entrée parfaite pour ceux qui veulent jouer l'aventure de moyen terme. Ensuite, je vous parle de Dolphin pour une simple raison, c'est que j'en parle parce que j'en ne parle pas. Comment vous dire ça? Ça fait plusieurs séances, ça fait même 2 semaines en fait qu'on me parle de Dolphin parce que Dolphin se réveille avec des beaux volumes et que ce titre pourrait décaler. Le problème, c'est que quand vous me parlez de Dolphin, elle fait 300 000 titres en moyenne par jour. 300 000 titres à 1,20 €, ça fait 350 000 euros. J'essaye de parler de valeurs sur lesquelles il y a 1 million d'euros d'échangés en moyenne. J'essaye de trouver des valeurs qui sont au SRD, au CAC ou à l'étranger sur lesquelles il y a des gros volumes. Je peux pas, moi, Nicolas Chéron, avec autant de followers, parler de tout petits dossiers. C'est pour ça que j'ai pas pu parler des valeurs comme Vernier ou comme Enertime. C'est des dossiers parfois dont j'aurais voulu parler, mais qui sont trop peu liquides pour que j'en parle. Dolphin, c'est pareil, je trouvais la configuration superbe, et je me doutais bien que si on accélérait avec des volumes et qu'on venait taquiner cette zone des 1,50, 1,60, il y aurait un phénomène d'aspiration avec cassure des plus hauts. Ça a été le cas. Voilà, donc elle a fait son move, c'est son mouvement. On a eu donc une impulsion haussière, une consolidation pendant des mois, ici, puis un redémarrage haussier puissant. J'attire votre attention sur le fait que c'est beau, mais que ça fait partie des petites valeurs. On est en fin d'année. Il faut bien comprendre, si c'est votre première année en bourse, qu'en fin d'année, il y a plein de petits dossiers qui démarrent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Il y a plein de petits dossiers cette année, c'est vrai que dans les valeurs vertes, on a eu pas mal d'envolées sur des petits dossiers, des valeurs, vous voyez, comme ici, comme Vernier,
qui s'est envolé. Et puis, si nouveau contrat, bah, ça peut casser les plus hauts annuels et continuer. Si pas de contrat, ça peut retomber. Je pense à un autre titre, je pense à Enertime, même chose, qui était, vous voyez ici, comprimée, bloquée, puis quand elle a cassé la résistance, boum, elle a accéléré, elle a pris 100%. Et bien Dolphin me fait exactement penser à Enertime. Bloquée dans une séquence où elle a tenté plusieurs fois de passer, et puis là, bah, elle a tenté, et bam, c'est passé. Donc c'est beau, c'est impressionnant. Simplement, comme je le disais au début de cette émission, c'est pas fait pour tout le monde. C'est des toutes petites valeurs. Regardez ici, Dolphin, elle passe de 1 euro à 1,90 €. Le 2 jours plus tard, elle est à 1 euro. Donc c'est-à-dire qu'elle perd 45% en l'espace de 2 séances. Ici, même chose. Elle passe de 76 centimes à 1,86 €. Une semaine plus tard, elle est à 1 euro. Ça veut dire qu'elle a reperdu plus de 30% en l'espace d'une semaine. Donc faites attention parce que oui, ces petits dossiers sont très sympas, oui, ils peuvent doubler, tripler, chose que ne peuvent pas faire des valeurs du CAC, mais il ne faut pas arriver les derniers. Il y en a qui rentrent sur les zones de stabilisation, il y en a qui rentrent dans le redémarrage, il y en a qui rentrent au début de l'accélération, il y en a qui rentrent sur la cassure des plus hauts annuels, mais rentrer au-dessus de ça, c'est chaud, c'est tendu. C'est tendu parce que on peut très bien revenir facilement sur cette zone avant de repartir par la suite et vous ne savez pas placer votre stop, vous êtes rentré à 1,80 €, vous gagnez 15%, vous savez pas si vous devez les prendre ou pas, c'est pas facile et souvent quand une valeur fait ça, ensuite j'en parle et je dis faites attention. Faites attention, ça peut retomber. Et là, j'ai les moyens termistes et les longs termistes qui ont acheté tout en bas et qui sont dessus pour peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, qui me disent « Oui, mais Nicolas, non, c'est un beau démarrage de moyen long terme, ça peut aller plus haut, etc. » Oui, certes, mais à court terme, je suis désolé, 1, on a tenu le support, 2, on a donné des signaux, 3, on a eu l'accélération, 4, on a eu la réalisation haussière. On a atteint des objectifs haussiers manifestes. Quand on revient dans le passé, on voit que sur Dolphin, les 2,20, c'est une grosse zone de résistance qu'on retrouve en 2014, 2015, 2016 et 2018. Donc vous m'excuserez quand je vois ça, de dire attention, on était à 30 centimes au mois de mars, on est à 2,20 €, 2,10 € là, 6 mois plus tard. On a donc une valeur ici qui a fait x6, qui a retrouvé une zone horizontale. Donc oui, c'est beau, ces petits titres, c'est beau, ça se réveille, ce sera peut-être à suivre dans les mois qui viennent, etc. Et pour ceux qui sont rentrés super bas, vous avez envie de tenir à moyen long terme, il n'y a aucun souci. Maintenant, ne m'en voulez pas si à court terme, je vous dis aussi que ceux qui sont rentrés tardivement, faites attention parce qu'au moindre repli, vous allez vous retrouver en perte ou revoir votre prix de revient, faut pas oublier de prendre des gains. Souvent, quand il y a une accélération forte et très rapide avec volume et volatilité, souvent c'est la fin de la hausse. Donc ici, accélération finale, il y en a une deuxième derrière, puis ça patine. Donc sur le même modèle, si vous voulez, que les accélérations précédentes, on est plutôt proche de la fin de la hausse que du début. Donc que les moyens termistes et les longs termistes ne m'en veuillent pas. En étudiant ce titre, en étudiant sa progression depuis le début de l'année, son x10 sur l'année, sa hausse récente où elle a fait x3, les résistances qu'on a atteintes, Dolphin à court terme a fait un objectif majeur et pour ceux qui sont rentrés tardivement, il conviendrait de prendre des gains ou de savoir où vous mettez votre stop parce que ce titre peut très bien repasser de 2,40 à 1,60, c'est-à-dire perdre 33% par rapport à ses plus hauts, tout en restant globalement haussier. Sauf que vous, est-ce que vous pouvez vous permettre ce repli? Bah, je ne pense pas. Autre titre, petit titre dont je n'ai pas parlé dans la hausse et dont j'ai parlé une seule fois, c'était la semaine dernière pour dire qu'on avait atteint un objectif, c'était Global Bioénergie. Donc là encore, j'aimerais bien qu'on évite les gamineries ou bien le fait d'en vouloir à un analyste pour rien. Je suis pas là pour taper sur des valeurs, je suis pas là pour dire que des beaux dossiers qui se réveillent vont rechuter, mais je suis quand même là pour dire attention, on a atteint un objectif clé et il faudrait penser à sortir. Attention, si vous êtes débutant et que vous venez d'arriver sur les marchés financiers, faut pas non plus croire au Père Noël. Même type de configuration que Dolphin ou que Enertime ou Vernier que je vous ai montré avant.
Un dossier baissier pendant des années, Global Bioénergie. Vous voyez, toujours le même secteur, hein. Énergie verte, mais petite valeur. Vous vous souvenez, Neoen, Albioma, Voltalia, c'est les grosses valeurs du secteur Green Energy. Et bien là, depuis 2 semaines, c'est les petites de ce secteur-là. Les panneaux solaires, la biomasse, etc. Donc toutes ces petites valeurs se sont nettement reprises, elles ont doublé ou triplé, mais elles ont toutes été atteintes des objectifs majeurs. Donc faut pas s'étonner que ça retombe derrière. Global Bioénergie, elle est baissière à très très long terme, elle vient de tripler en l'espace de quelques semaines avec des beaux volumes, c'est cool, ce sera un dossier à suivre en 2021, éventuellement à acheter sur repli ou à acheter sur cassure des plus hauts, mais à court terme, il y a eu la tenue des supports, la reprise, l'accélération, la cassure des plus annuels, l'envolée majeure, et après l'envolée majeure, il y a quoi? La consolidation. Donc forcément, vendredi, elle était vers 9,5, elle venait de frôler les 10 euros, j'ai publié un tweet en disant attention, ça peut retomber, elle a été frôler les 10 euros, seuil psychologique. En prenant ici la hauteur du range et en la reportant à la cassure, on a atteint un objectif théorique. Donc on fait face à une valeur qui vient de tripler en l'espace de 2 semaines, très suivie à court terme sur les forums et sur Twitter puisque tout le monde en parle, qui vient de casser ses plus hauts annuels et de gagner plus de 50% en l'espace de 2 jours, et qui vient de frôler un seuil psychologique et d'atteindre un objectif technique par report de range. Donc c'est pas moi qui l'a fait baisser, c'est parce qu'elle devait baisser qu'elle a baissé. D'ailleurs, si moi je l'avais fait baisser vendredi à cause de mon tweet, elle aurait dû repartir le lendemain et retourner à l'attaque de ses plus hauts. Donc je dis ça parce qu'il y a des personnes qui m'en veulent de ne pas en avoir parlé dans la hausse. Encore une fois, si j'en ai pas parlé dans la hausse, c'était parce que c'était un petit dossier et que je l'avais pas vu et que ça allait trop vite et que je voulais pas que des débutants qui sautaient de dossier en dossier aillent là-dessus trop haut et se retrouvent coincés. Donc essayez de voir essayez de voir que moi je passe mon temps à être dans des sortes d'obligations, quoi. J'ai pas le droit de parler de Dolphin dans la hausse parce que c'est trop petit, je dois pas parler de bioénergie parce que j'en ai pas parlé dans la hausse, donc j'ai pas le droit d'en parler dans la baisse. Enfin, comprenez que mon but en tant qu'analyste éducateur, c'est de prévenir plutôt que guérir. Si je vois cette action, que j'ai pas pu en parler dans la hausse, mais qu'elle a atteint un objectif majeur et que je dis attention, ça peut retomber, je n'ai rien contre cette valeur, je n'ai rien contre les actionnaires qui sont dedans. Néanmoins, je me dois de prévenir les débutants, les derniers entrants, que potentiellement ils vont se prendre un mur dans la tête. Donc ne voyez pas ça comme une volonté de faire baisser certaines actions, mais tout simplement comme la volonté de dire ce que je vois, c'est-à-dire une valeur qui avait atteint un objectif majeur. Point à la ligne. Ensuite, Pixium Vision, on en a parlé récemment parce que c'était une valeur bloquée par sa MM200 baissière et j'avais anticipé que cette fois-ci la MM200 baissière allait casser. Ça a été le cas, on a cassé 0,70, on a cassé 0,75. Mardi dernier, quand on a cassé 0,75, je vous ai dit attention, c'est le genre de valeur où on casse, mais ça peut revenir sur 0,70 avant d'éventuellement repartir. C'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais aussi sous-entendre par là que c'est une valeur volatile et que si on met un stop, on ne met pas sous 0,75 mais sous 0,70 pour se laisser de la marge. Donc là, si vous avez acheté à 0,68, 0,70 ou même 0,74, votre stop en théorie il est sous les 0,70, sous l'ancienne résistance devenue support. Vous gagnez 15% et vous espérez que la hausse perdure en direction de l'euro symbolique. Si ça monte, c'est bien. Si ça retombe, on coupe avec une petite perte ou à zéro ou un petit gain. Et puis, on passe à la suivante. Ensuite, Quantum Genomics. Quantum Genomics, elle était sur un sans faute technique et fondamental. C'est-à-dire que jusque septembre, elle était baissière. Il n'y avait pas de contrat. Personne ne s'en occupait, elle était bloquée par sa moyenne mobile à 200 périodes sous laquelle elle avait buté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc je passais mon temps à dire sous MM200, c'est pas la peine, c'est baissier. Ensuite, il y a eu des communications de la part notamment de JP Milan qui a bien communiqué, fait des belles interviews, signé des beaux contrats, notamment avec la Chine. Donc on a eu un changement d'état d'esprit qui s'est matérialisé ici.
J'ai suivi la cassure et commenté la cassure de MM200 pour la première fois. Ensuite, il fallait casser les 3,50, on a réussi. Ensuite, il y avait une épaule, tête, épaule, avec un objectif ici vers 6 euros. Et on l'a pratiquement fait puisqu'on s'est arrêté à 5,70. Donc vous voyez, ça sert à rien d'être à l'achat sur une biotech qui baisse, il suffit d'attendre le signal. Ici, on avait un signal de retour des acheteurs, encore un signal avec la cassure des MM200, encore un signal ici avec une cassure horizontale, encore une cassure ici à 3,70 avec la validation de l'épaule, tête, épaule inversée. On est allé donc, grâce à ce mouvement haussier, ce retour des investisseurs positifs, le dossier repasse de 3 euros à 5,70 euros. Sous cette résistance à 5,60-70, j'ai dit attention les court-termistes, il faut sortir. Si vous êtes acheteur de moyen, de long terme à 2,50, 3, 3,50, 4 euros, que vous voulez jouer les futurs contrats, que vous voulez jouer la hausse de moyen terme, il n'y a pas de souci. Sachez juste qu'à 5,60, on risque de bloquer. Et puis la semaine dernière, patatras, augmentation de capital, la société lève 4,5 millions d'euros. Elle continue de signer des contrats, mais on ne sait pas si ces contrats font rentrer du cash ou pas puisqu'on n'a pas les chiffres. Du coup, JP Milan qui disait qu'en 2020 on n'aurait pas d'augmentation de capital, bah en fait on en a eu une. Donc je dis pas que c'est très mauvais, mais je dis que la confiance, et les biotech c'est souvent de la confiance, est un petit peu érodée à court terme. Autant le titre était revenu en force avec des bonnes nouvelles, autant là on est déçu par l'augmentation de capital. Donc pour un certain temps, le dossier pourrait latéraliser, manger son pain dur, en attendant que cette news d'augmentation de capital soit digérée en quelque sorte. Et puis par la suite, il faut espérer qu'on arrive à sortir, à casser les 5,60 pour de bon, pour donner une nouvelle impulsion haussière et éventuellement continuer de monter. Mais à court terme, c'est la déception, l'augmentation de capital et donc une pause nécessaire sur le titre. Ensuite, autre biotech, dossier binaire, Terranexus, elle est haussière à court terme, à moyen terme. Toutes les moyennes mobiles sont en soutien. Elle a approché de ses plus hauts de 2019, ses plus hauts historiques à 21 euros. Et sur Terranexus, ce qui explique la hausse, c'est que la société est censée communiquer sur un gros contrat d'ici la fin de l'année. Un contrat qui peut faire changer la société de dimension, qui pour certains justifierait le fait qu'on aille à 30 euros voire plus. Me concernant, j'ai toujours dit que si ce gros contrat tombait, ce qu'on pouvait viser, c'était théoriquement des nouveaux plus hauts historiques au-dessus de 21 euros, et ce serait déjà une bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté à 18, à 16, à 12 ou à 8. Me concernant, moi j'ai parlé de cette valeur ici, à 9 euros quand elle s'est réveillée, puis à 10 quand elle a accéléré, à 14, et tout ça avec un objectif des plus hauts annuels et historiques. Et ensuite on verra. Alors encore une fois, je rappelle que c'est binaire, c'est une biotech, s'il n'y a pas de contrat, s'il n'y a rien d'ici les fêtes, elle peut retomber vers les 14 euros, bien évidemment, puisque les acteurs seraient déçus. Si le contrat tombe, il faudra faire attention. Si on ouvre à plus 20, plus 30, plus 40, j'en sais rien, ça reste une biotech, et sur les biotech, dans 90% des cas, quand il y a une ouverture avec un gros gap aussi à plus 20, plus 30, ensuite il est vendu. Donc voilà. 6 news sur Terranexus, on verra comment ça se passe, mais n'oubliez pas de prendre des gains. Et puis dernière valeur de cette émission, c'est Verimatrix. Verimatrix qui est une valeur trend following, mais trend following en dents de scie, c'est-à-dire qu'elle peut faire 3 cases en avant, 2 cases et demie en arrière, 3 cases en avant, là elle est en train de revenir en arrière. Donc c'est une valeur qui est haussière, qui est sympa en trend following, mais sur laquelle il faut savoir rentrer bas, rentrer dans les zones de latéralisation et moins dans les accélérations haussières, puisque avec ces périodes de repli régulières, on se fait sortir bêtement avant que ça reparte. Donc essayez de rentrer au plus proche des supports en cas de repli majeur. Et quand vous rentrez dans des accélérations haussières, soyez conscient qu'elle fait des replis par la suite. Donc parfois, il faut rentrer dans une accélération, gagner 10%, sortir, revenir plus bas. Donc vous voyez qu'à l'étude de plein de dossiers, on voit bien qu'il y a des valeurs qui ont des façons de faire qui leur sont propres, des rythmes qui leur sont propres. Je pense à Nekon par exemple, dans son canal haussier, avec sa façon de monter, de faire des mèches basses.
et je pense aussi à Dolphin et aux petites valeurs qui ont cette capacité à accélérer, mais que l'accélération soit la dernière phase de la hausse. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que graphiquement, vraiment, il y a beaucoup d'informations qui sont données par le graphique et que souvent ce qu'on constate par le passé sur une valeur se répète. Et donc vous voyez ici sur Dolphin, à chaque fois qu'il y a une forte accélération, ça retrace derrière, forte accélération, ça retrace. Donc là, il y a eu une forte accélération, on est allé atteindre des objectifs majeurs. Et donc les probabilités, je dis bien que les probabilités, à 80%, veulent que désormais on consolide, on ait atteint un objectif majeur, plus qu'on soit dans un retournement avec explosion et encore doublement des cours à la clé. Et bien évidemment, s'il y a une news et qu'on casse tout à la hausse, eh bien il y a la possibilité de re-rentrer. Voilà, 1h45 avec 1h15 avec beaucoup d'éducatifs sur les actions. Mon but, c'est que vous vous formiez. Je rappelle aussi que je vais faire une newsletter éducative avec un kit pédagogique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous inscrire sur ma page nicolaschéron.fr. En fait, j'ai une newsletter que j'envoie régulièrement. Donc, il faut aller sur nicolaschéron.fr, vous vous inscrivez à ma newsletter et d'ici peu, j'enverrai un kit pédagogique avec des livres à lire, avec des sections du site Zone Bourse à découvrir, avec des sites à découvrir, des webinaires à voir. Et donc, voilà, si j'appuie autant sur l'éducatif et si je vous ai montré autant d'exemples graphiques différents dans cette émission, c'est vraiment pour que vous saisissiez ces nuances d'importance, les façons de monter, de baisser de certains titres, de se retourner d'autres titres, certaines valeurs en range où on surveille les sorties de range, certaines valeurs haussières où on essaye d'acheter sur les replis, certaines valeurs spéculatives et petites sur lesquelles on essaye de sortir sur les accélérations haussières finales. Donc voilà, j'espère que tout cela vous plaît, que vous apprenez et qu'on continue tous ensemble à avancer dans la même direction. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon Brexit, même si ça m'étonnerait qu'il soit signé cette semaine. Et puis prenez soin de vous sur les marchés, essayez de finir l'année en beauté, gardez des liquidités au cas où les marchés consolident. Et à très bientôt sur Twitter, sur Zone Bourse, sur YouTube. Je vous souhaite à tous bon trading, bon investissement et à très vite.